La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cet écrin de Polaris. Vous êtes bel et bien présents pour ce nouveau rendez-vous du TVR BPGO Business Club. Vous le savez, l'économie décryptée par celles et ceux qui la font. Et avec les chroniqueurs du jour que l'on va vous présenter tout de suite, nous sommes très heureux d'accueillir dans un instant un véritable voyageur. Il a effectué pratiquement des déplacements dans plus de 150 pays. Vous le verrez, on va parler de nouvelles technologies, on va parler de cybersécurité, on va parler de plein de choses, en tout cas de la vie et de votre vie au quotidien. Avant de vous présenter ce grand témoin, merci à Maurice Bourrigaud qui nous accueille dans cet toujours très bel endroit, cet écrin, le directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. À vos côtés, merci à vous, Valérie Cotreau, habituée aussi des joutes oratoires. Vous êtes la PDG de Artefacto. Et puis également un habitué des lieux. On est très heureux de vous accueillir. Xavier Migeot, vous êtes le délégué général du MEDEF 35. Vous avez bien évidemment beaucoup de questions à poser à un amoureux du sport, originaire de Dordogne. Il a pratiqué le rugby. C'est un soutien très actif des Girondins de Bordeaux. Il a commencé une carrière dans le privé. Il a rejoint un très grand groupe. Il a sous ses ordres 16 000 collaborateurs. Je vous demande d'accueillir le nouveau directeur d'Orange Grand Ouest, Jean-Marc Escalette. Jean-Marc Escalette, bonsoir, merci d'avoir répondu à l'invitation du TVR BPGO Business Club. On est très très heureux de vous accueillir. On va parler des choses essentielles aussi de la vie. Être en lien avec les uns et les autres, les unes et les autres, c'est quelque chose de très important. Vous êtes un amoureux du Sud-Ouest, mais vous avez particulièrement voyagé, vous avez été en poste à Washington, vous vous êtes occupé vraiment de grandes régions, l'Asie, le Moyen-Orient, vous avez été à La Réunion, vous avez été à Mayotte, vous avez été après pour prendre des fonctions en Normandie élargie, et vous êtes enfin dans une région Bretagne. J'aurais peut-être envie de vous dire, peut-être pas le berceau, mais n'oublions pas que la première liaison aussi télévisuelle entre les États-Unis et la France, c'était grâce à Plomeur-Baudou. La Bretagne s'est construite, s'est développée aussi avec les nouvelles technologies. Oui, je pense qu'on est sur un territoire où on est au berceau, dans le berceau de ces nouvelles technologies, des télécommunications. Effectivement, Plumeur-Baudou avec la communication qui a permis de la première émission de télévision entre les États-Unis et la France. Donc, ça fait quelques années maintenant. Hein. Depuis, on a parcouru du chemin. Et sur le territoire, on a énormément de gens qui travaillent pour Orange. Donc, on a, vous l'avez dit tout à l'heure, sur le Grand Ouest, 16 000 personnes qui travaillent, et plus précisément sur la Bretagne, plus de 5 000 collaborateurs. Et donc, c'est un peu le deuxième berceau, avec la région parisienne, où, bon, en France, on est très centralisé, hein, donc il y a quand même toujours du monde en région parisienne. Mais si on regarde ce qui se passe ici en Bretagne, on n'est pas très loin derrière. Donc c'est vraiment une région très dynamique pour nous et très importante. Et que dire aussi en Bretagne du Minitel, de la télévision haute définition, de la fibre optique, bien sûr. Ce sont des réalisations aussi testées dans les laboratoires bretons. Absolument. On peut même aller plus loin. On peut parler aussi des nouveaux standards de téléphonie mobile
qui sont aussi travaillés dans les laboratoires bretons. Alors, pas seuls, évidemment, en relation avec les opérateurs du monde entier, mais peu d'opérateurs quand même. Hein. Donc, c'est vraiment une filière d'excellence que l'on a sur à la fois Rennes et Lannion pour ce qui est de la recherche pour nous. Et puis bien sûr la cybersécurité, on en parlera. Jean-Yves Le Drian, qui était à votre place au mois de septembre, aussi a énormément fait pour que cette région bretonne soit vraiment l'une des places portes de la cyber. Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Parlons d'innovation. Jean-Marc Escalette. Le Minitel, c'était bien. C'est quoi le Minitel de demain? Et est-ce que vous allez, Orange, présent en Afrique, on y reviendra peut-être, est-ce que vous allez investir dans des espaces dans le métaverse? On travaille déjà sur ce sujet. On peut le décrire peut-être? Vous pouvez peut-être dire en ce gros, que ça représente pour vous. Je sais pas comment le décrire facilement, un peu un monde parallèle, un peu virtuel, dans lequel on peut recréer via des avatars, donc un monde parallèle avec une autre vie. On retrouve de nombreuses entreprises qui ont créé des places en fait de marché là aussi virtuelles, et on a commencé à s'intéresser à ça. On est sur le métaverse, on travaille avec les équipes de haute technologie, avec je sais pas, Facebook ou des gens comme ça qui sont très avancés sur le sujet. Je ne sais pas vers où ça va aller, parce que quand on est sur des nouvelles technologies comme ça, on ne sait pas trop. On peut quand même se douter, vu les investissements massifs que font toutes les entreprises sur ces sujets-là, que ça débouchera sur quelque chose. Je ne peux pas exactement dire quoi encore, mais ça débouchera sur quelque chose. Ça fait parfois un peu peur, d'ailleurs, hein, ces mondes parallèles où on se dit, mais où est la vérité, où est le virtuel, où est la réalité? On est un peu dans un autre monde, un peu comme si on était transporté dans, je sais pas, des séries cinématographiques ou des films de science-fiction. Donc, mais bon, c'est quand même notre avenir dans pas si longtemps, en fait. Valérie Cotreau, PDG d'Artefacto. Je ne peux pas m'empêcher de continuer sur le métaverse, du coup, vu ma fonction. La grosse question, c'est quand même les usages. Est-ce qu'on va être sur des usages privés ou des usages professionnels? Est-ce que vous croyez, vous, aux usages privés, comme a pu l'aborder Meta, ou est-ce que vous pensez plus qu'on va être dans du jumeau numérique au service de l'industrie? Quelle est votre vision là-dessus? Je pense qu'on aura les deux. Je pense qu'on aura un développement pour le grand public, qui sera le prolongement naturel de ce qu'on a vu sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et en parallèle de ça, on aura aussi des développements qui commencent à arriver de façon assez massive sur la partie business, B2B ou B2C d'ailleurs, sur lesquels on va avoir pas mal d'entreprises qui vont continuer à investir avec des sortes de marchés virtuels en fait, sur lesquels il y aura des choses qui vont se passer, des ventes, des propositions de valeur qui vont arriver sur ces mondes-là, sur le monde méta. Xavier Migeot, délégué général du MEDEF 35. Alors, métavers, mais aussi intelligence artificielle, mais enfin toutes ces technologies posent aussi des questions d'éthique sur les usages et sur la conception, et comment un groupe comme Orange en fait s'interroge et travaille sur les dimensions éthiques de ce que l'on vient d'aborder et de tout ce qu'il y a derrière. Alors, on est sur un point qui est absolument clé, sur lequel on est très attentif. Si on reparle, parce que tout ce qui est métavers, c'est encore un peu lointain. L'intelligence artificielle, c'est là déjà. Donc on l'a chez nous, même parfois sans le savoir. Nous, on le développe de façon assez massive, par exemple pour piloter nos réseaux, pour apprendre des réseaux et qui se réparent tout seuls, entre guillemets. On le fait aussi pour aider nos conseillers à proposer les meilleurs services aux clients. Donc on voit, c'est là, c'est déjà là. Pour revenir à votre question, je pense que ce qui est clé, c'est dans le monde où on est actuellement, c'est de garder le lien humain, de voir que ces outils-là sont des outils au service de l'humain, en fait. Donc c'est ça qu'on essaye de pousser systématiquement, avec aucune dérive tolérée, quoi.
Alors justement, en regardant vos déclarations et en préparant l'émission, j'ai un peu noté que justement cet humain, vous le placez au cœur du réacteur. C'est facile de le faire lorsque l'on a 16 000 collaborateurs pour créer ce que vous appelez un véritable collectif, un pack collectif? À mon sens, c'est à la fois clé et c'est dans l'ADN profond d'Orange. Donc c'est quelque chose qui est inscrit dans l'ensemble de nos salariés et c'est ce qui donne notre force. Je pense qu'à un moment donné, quand on est dans des situations de crise, par exemple, qu'on vit crise météo ou autre, sur lesquelles on est obligé de se mobiliser massivement, avoir ce collectif, avoir ce sens de l'humain est absolument majeur, clé. On parlait de sport tout à l'heure, c'est un peu comme une équipe de sport, s'il n'y a pas de collectif, ça ne fonctionne pas. C'est mon intime conviction. Il a fallu aussi beaucoup discuter, échanger pour relancer un peu la machine après quand même cet épisode Covid qui a quand même stoppé un peu le lien qu'il y avait entre les équipes. Oui, alors c'est un point difficile parce que la période Covid a amené des éléments, on va dire, de progrès social par le télétravail, parce que je pense que c'est un progrès. Mais ça a amené aussi une rupture dans le monde du travail. Ça a amené des gens qui viennent moins sur les sites de vie. Donc, créer du collectif avec des gens qui sont éparpillés partout pour les managers, c'est parfois difficile. Parfois difficile. Maurice. Oui, j'aimerais prolonger la question de Valérie Cotreau tout à l'heure concernant les contenus. Parce qu'évidemment, nous, on voit le contenant, on voit Orange... Voilà, je suis Orange, là, j'ai une connexion. Mais quel contenu Orange et quel contenu, par exemple, en Afrique? Qu'est-ce que vous faites en Afrique? Alors déjà, le premier axe majeur, c'est d'amener cette connectivité quand même. Parce que dans le monde actuel, si on n'a pas la connectivité, et on le voit par les réclamations qu'on peut avoir régulièrement, après justement la période Covid, ne plus avoir Internet, ça devient, c'est un peu comme si on n'a plus l'eau ou si on n'a plus l'électricité. Donc, on est dans un besoin presque vital pour les populations, pour les entreprises aussi. Donc, en Afrique, ils ont ce même besoin s'ils veulent se développer, c'est absolument clé. D'autant plus qu'ils sont un peu loin des axes de communication majeurs du commerce mondial. Donc, leur amener cette capacité à connecter au monde, se connecter au monde, connecter les personnes et les entreprises est un point absolument clé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'inclusion numérique. Je pense que c'est quelque chose qu'on travaille aussi sur le territoire français, mais amener la capacité aux gens d'utiliser ces technologies est clé aussi. Et donc ça, on y travaille beaucoup avec les pays dans lesquels on est présent. On est présent dans 17 pays en Afrique, et aussi avec les collectivités, avec les associations, pour amener ce numérique à tous. Et je pense que c'est un de nos axes forts, une de nos missions, entre guillemets. C'est un peu altruiste, pardon, c'est un peu altruiste votre propos, mais enfin c'est pour du business quand même. Oui, mais l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que si on développe des services que personne ne sait utiliser, si je pousse le bouchon un peu loin, c'est pas très lucratif, on va dire. Donc, d'un côté, il y a le côté business qui est clé. Sans business, une entreprise ne fonctionne pas. Donc, il faut aussi qu'il y ait des profits en face des investissements. Mais on peut aussi avoir une éthique, on peut aussi avoir une vision. Et notre vision, c'est qu'on doit amener ceci dans le territoire français partout, mais aussi dans tous les pays sur lesquels nous sommes installés. Ça, c'est une mission importante pour nous. Valérie. Vous avez un parcours très ouvert sur le monde et sur sa diversité. Qu'est-ce que vous avez appris de vos expériences à l'international? Alors la première chose, quand on se déplace beaucoup, qu'on travaille avec beaucoup d'équipes, la première chose, c'est l'humilité. Je pense que c'est la première chose. Si on arrive et qu'on commence à expliquer à tout le monde comment il faut travailler, ça ne se passe pas toujours très bien, dans certains pays en particulier. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la richesse culturelle qui est extrêmement diverse. Savoir comprendre les gens n'est pas toujours simple dans certaines cultures parce qu'on n'a pas les mêmes repères. Donc on apprend petit à petit. Et puis, c'est
la richesse de tous ces contacts, la richesse d'avoir travaillé avec des gens tellement différents dans le monde entier, travailler avec, je sais pas, des Américains d'un côté, des Japonais de l'autre ou des Africains, c'est tellement différent que c'est amené une richesse extrêmement forte. Et puis, à titre personnel, je rajouterai un petit mot, et en particulier pour mes enfants, je trouve que ça leur a amené une ouverture d'esprit extrêmement forte, au-delà des langues et tout ça. C'est que ça restera ancré en eux toute leur vie, et rien que ça valait le coup de le faire, entre guillemets. C'est un parcours à la fois professionnel et familial. Absolument. Xavier. Alors vous vous réancrez dans un territoire français fortement. On voit de plus en plus de grandes entreprises, et Orange en fait partie, qui justement travaillent sur le lien avec les PME, les ETI, pour les aider à grandir, à optimiser leurs process, etc. Vous, comment voyez-vous les choses et qu'avez-vous envie de faire en fait justement par rapport à ce tissu extrêmement riche dans le Grand Ouest? Alors, on a une chance, c'est qu'une grande partie de ces PME, TPE sont clients d'Orange. Et donc, quand je disais tout à l'heure que vis-à-vis du grand public, on avait cette vocation à amener le numérique partout, je pense qu'il est d'autant plus vrai dans les petites entreprises qui ont besoin d'assistance, d'aide, de soutien. On a énormément d'ateliers pour travailler avec les TPE, pour les amener à mieux maîtriser ce numérique, au-delà de la connectivité elle-même. Déjà, savoir l'utiliser, savoir développer leur business sur le monde qui les entoure, sur Internet, s'ouvrir au marché. Et donc, on travaille beaucoup sur ces sujets-là avec eux. Et bon, vu le nombre de clients qui nous font confiance, c'est que je pense qu'on doit le faire pas trop mal. Jean-Marc Escalette, Orange aussi comme aménageur du territoire, il y a un dossier, vous l'avez un peu évoqué, très très attendu, c'est le fibrage de cette région Bretagne, l'arrivée du très haut débit partout, vraiment sans zone blanche. Ça, c'est un enjeu qui est fondamental, à la fois pour les entreprises, on l'a bien compris, et le particulier qui, bien évidemment, aujourd'hui, n'irait plus s'installer sur des territoires sans avoir vraiment cette fibre et être fibré. Alors, Orange a pris la voie de la fibre, en fait, de fibrer le pays parmi les premiers. Il faut voir qu'en Europe, la France est le pays le plus fibré d'Europe, largement devant des pays qu'on a l'habitude de prendre en exemple, comme l'Allemagne ou autres, l'Angleterre, les pays nordiques. Donc on est nettement plus haut, on a plus du double de pénétration de fibre en France qu'ailleurs. Et Orange a été un des acteurs principaux. Aujourd'hui, en France, et plus précisément, je vais parler de la Bretagne. En Bretagne, on a, à nous seuls, sur nos fonds propres, fibré 70% des fibres qui existent ont été apportées, développées par Orange. Donc, on pense qu'on a là aussi un rôle d'aménageur du territoire, certains, mais on ne le fait pas seul sur la fibre, parce que aucune entreprise ne pourrait avoir déployé la fibre sur tout le territoire, même dans des zones très rurales, pour des raisons économiques, donc évidentes, compte tenu des investissements en milliards d'euros que représente le fibrage d'un pays. Donc, on s'appuie sur ce qu'on appelle les RIP, donc les réseaux d'intérêt public. Donc, ces RIP, il y a un RIP très important en Bretagne, qui est piloté donc par la région Bretagne, et c'est eux qui déploient donc ce RIP. Nous sommes acteurs derrière comme opérateurs. Par contre, c'est eux qui déploient dans les zones rurales. Et les opérateurs, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, Orange en grande majorité, déploie dans les zones plutôt urbaines. Donc c'est comme ça que ça va se déployer. Et le RIP Bretagne, donc ce que l'on a en tête, c'est qu'il soit complètement terminé dans les années 2026. Si tant est qu'on puisse dire qu'il sera complètement terminé, parce que c'est jamais complètement terminé. Il y a des logements neufs qui se construisent, surtout dans la région, de façon très forte. Donc il faudra continuer de façon permanente à travailler sur le sujet. Mais au moins la première vague, je dirais qu'en 2026, on devrait avoir très largement couvert la Bretagne. Et année après année, c'est toujours l'un des dossiers très importants qui est sur la pile du président du Conseil régional de Bretagne, Loïc Chéné-Girard. Maurice. Oui, une question pour changer de registre. On sait que le cœur de Jean-Marc bat pour le rugby et le sport de gentleman, mais je m'adresse
aux membres de l'état-major d'Orange, pourquoi dépenser de l'argent dans un club de foot comme Bordeaux? On n'a pas dépensé d'argent dans Bordeaux, hein. D'ailleurs, heureusement, vu là où ils sont. Pourquoi ce sponsoring? Pourquoi non, il y a alors du vous êtes dominant? Non, mais Orange sponsorise la Ligue 1 globalement, pas spécifiquement Bordeaux, pas du tout même, et l'équipe de France. L'équipe de France aussi. Pourquoi? Parce qu'on on a une volonté d'être sur les sports populaires, on va dire, les sports de masse, parce qu'on voit la face émerger de l'iceberg avec les grands clubs, l'équipe de France, mais on travaille énormément avec les ligues régionales pour travailler avec le football amateur. Et c'est un peu ça qui est dans le même ordre d'idée que ce que je disais tout à l'heure sur la couverture numérique. De la même façon, on essaye de travailler avec les petits clubs pour leur amener les moyens qui leur manquent parfois. Voilà, et puis il y a également le naming avec l'Orange Vélodrome à Marseille. On va aller très vite, questions-réponses rapides, car nous sommes à 5 minutes de la fin de cette émission. Valérie. Pas de transition avec le foot, pardon. Démarche RSE. Beaucoup d'entreprises s'engagent en fait vers une transformation de leur modèle économique et en tout cas s'interrogent par rapport aux enjeux climatiques. Je pense notamment à la Convention des entreprises pour le climat. Qu'en est-il d'Orange? Quelle est votre vision sur ce sujet? Alors déjà, nous sommes membres de la Convention en question. Donc ici, dans l'Ouest, c'est un sujet clé pour nous pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un opérateur de télécom, par nature, consomme de l'énergie. Parce que pour faire tourner les réseaux, ça consomme de l'énergie. Donc on a déjà tout un travail qui existe, qui a déjà démarré depuis plusieurs années, de réduction de cette empreinte carbone pour essayer de diminuer cette consommation énergétique. Donc là, il y a énormément de choses qui existent entre le fait de travailler sur des logiciels ou des technologies plus modernes qui consomment moins, le fait de passer à la 5G qui consomme moins de fait, hein, puisque en passant à la 5G, on consomme pareil que la 4G, mais on a 10 fois plus de débit, etc. Donc on fait cette partie-là qui est interne. Et puis après, on a la partie qui est externe et qui représente pour un opérateur plutôt 80% de son empreinte carbone. C'est la consommation de ses clients, en fait. Et là, il y a un énorme travail sur les box, par exemple, hein, qui sont éco-conçus pour diminuer la consommation, qu'on puisse mettre en veille, qui consomment le moins d'énergie possible, par exemple. Pareil sur les téléphones mobiles. Pareil sur les antennes mobiles qui sont censées se mettre en veille quand personne ne les utilise, etc. Donc il y a énormément de travaux qui sont faits là-dessus pour la partie RSE énergie. Et puis il y a la partie RSE, donc inclusion numérique, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, sur lequel on est très actif aussi. Xavier? Eh bien, la gageure, ça va être de parler de cyberdéfense et de cybersécurité en quelques secondes. Ouais. Mais c'est important quand même d'en parler à ce stade, à la fois sur ce que fait Orange, et il y a une grande place ici en Bretagne, et puis aussi votre regard justement sur la prise de conscience par les entreprises et de plus en plus petites sur le fait que c'est pas moi ou pas, c'est quand est-ce que ça m'arrivera. Alors, on est ici sur Rennes, sur une des places fortes de Orange Cyberdéfense. Hein. On a 500 ingénieurs qui travaillent sur le sujet pour protéger, entre guillemets, toutes les entreprises qui sont clientes d'Orange Cyberdéfense. Donc ça, c'est un peu la vision grande entreprise. Donc cette vision-là fonctionne plutôt bien. Il y a une très bonne prise de conscience des grandes entreprises. Et comme on a des experts reconnus, on travaille de façon très forte avec une croissance exponentielle. Et ensuite, on a le reste. On a le tissu économique, les plus petites entreprises. Et là, ça commence à venir progressivement, la prise de conscience dont vous parlez. Et on a développé des choses qui sont un peu, parfaitement packagées, très simples et très peu coûteuses, surtout, pour protéger une toute petite entreprise. Et c'est ça qu'on essaye de développer de plus en plus. Là, il y a encore pas mal de chemin à parcourir pour que la conscience se prenne. Hein. On n'est pas encore tout à fait là. Mais les produits commencent à exister, ils sont simples, sur étagère, et ils pourraient protéger absolument toutes les entreprises. Vous avez eu dans une autre vie, lorsque vous étiez
ingénieur et lorsque vous travailliez, vous aviez eu France Télécom comme client. Depuis 1997, vous avez rejoint cette grande enseigne, Orange. Que dites-vous à celles et ceux qui sont intéressés par l'informatique, le digital, la cybersécurité? Il y a de l'emploi, il y a vraiment de beaux parcours à réaliser? Je ne vais pas vous dire le contraire. Je pense qu'on est sur des métiers qui sont passionnants déjà. Il est bien rare quand je fais le tour des équipes que je trouve des gens un peu blasés, qui s'ennuient. La palette est large. Parce que ça bouge tout le temps en fait. Hein. Les choses ne sont jamais acquises, les technologies bougent, ça évolue. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que cette entreprise est un peu particulière dans le sens qu'elle permet des carrières transverses, entre guillemets, de façon relativement simple. On peut passer d'un métier à l'autre, on accompagne les gens. Et ça, c'est d'une part très apprécié, et ça permet de faire des carrières riches et intéressantes. Et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, en plus, on peut le faire dans le monde entier. Donc, je ne pourrais que faire un appel, parce qu'on a énormément de postes ouverts sur des domaines comme la cyberdéfense, par exemple. Merci à Maurice, merci à Valérie, merci à Xavier et surtout, grand merci à vous, Jean-Marc Escalette, nouveau directeur d'Orange Grand Ouest. On peut vraiment vous applaudir, vous remercier. Merci beaucoup. Pour ces propos à l'occasion du TVR BPGO Business Club. Rendez-vous très très vite pour un prochain rendez-vous, l'économie décryptée par celles et ceux qui la font. Encore merci à tous et à tous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.